Salut et bienvenue sur Anakaland pour une nouvelle plongée dans le monde merveilleux et terrifiant du Monsterverse. La série Monarch Legacy of Monsters vient de s'achever avec son 10e épisode, Axis Mundi, disponible depuis hier sur Apple TV+, et MyCanal pour la France. Deux plateformes que je vous conseille d'ailleurs vraiment beaucoup si vous avez envie de faire le plein de programmes de qualité. Ça vous changera de Netflix ou Disney+. Monarch donc, une série de monstres qui parle de tout, sauf de monstres. Et une série de qualité réalisée et écrite avec soin, et surtout portée par un casting et donc des personnages profonds qu'il aura été un plaisir de suivre chaque semaine avec vous. Cette vidéo comprendra donc la review de l'épisode 10 suivie d'un bilan global sur la série, ses enjeux, son récit et bien évidemment sa place dans le Monsterverse. Alors avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et commentez la vidéo avec votre avis global sur la saison, j'y prêterai grande attention. Et c'est parti. Cette première saison s'est donc achevée avec un final plutôt à la hauteur, même s'il aurait sûrement gagné à être plus long que les autres épisodes. Au moins 1 heure, ça aurait été bien pour vraiment nous offrir tout ce qu'il avait promis et bien plus. Mais en vrai, un épisode plutôt satisfaisant, avec son affrontement entre le god des titans et le dragon, malgré certains éléments du lore qui auraient mérité plus de détails. L'épisode reprend donc immédiatement après la rencontre entre Kate et sa grand-mère, Keiko. La jeune femme avait reconnu direct sa grand-mère sur la photo dans l'empreinte, donc pas étonnant qu'elle capte direct qui c'est. Mais elle est sur le cul, elle n'en revient pas, au point où elle oublie de se présenter, trop inquiète pour ses amis. Et aussi un peu pour ménager le suspense. Dans l'épisode 9, le monde qui nous avait été présenté n'était pas aussi luxuriant et magnifique que dans Godzilla vs Kong, ce qui laissait poser quelques questions. Et finalement, ce n'était pas une question de studio indisponible ou quoi, mais bel et bien car justement, ce n'est pas le même monde. Ce n'est pas le royaume de la Terre creuse découvert en 2021. Keiko émet même l'hypothèse que c'est un monde intermédiaire entre notre monde et le leur. Et d'après Shaw, ils ne sont pas sous terre, mais bel et bien dans une sorte de dimension parallèle. Ce qui est un peu bizarre malgré tout, car on avait bien vu Godzilla creuser un trou entre Hong Kong et le royaume des titans, avec certes la barrière gravitationnelle, mais pas non plus un portail. Et en même temps, si c'était aussi simple que de tomber dans un trou pour descendre dans ce monde, Apex n'aurait pas eu besoin de vaisseaux de science-fiction et d'un tunnel géant pour y entrer dans Versus. Un monde différent donc, et pas seulement pour ce qui est de sa végétation, sa géographie ou son manque de créatures, mais également pour son espace-temps. Comme découvert dans l'épisode précédent, le temps ne passe pas du tout à la même vitesse dans les deux mondes. Et là, avec toutes les infos obtenues dans cet épisode, on apprend que grosso modo, un jour dans Axis Mundi, le nom que Keiko a donné à ce monde, équivaut à 1 année sur Terre. Keiko Randa n'a donc vécu ici qu'un peu moins de 2 mois, alors que 58 ans ont passé à la surface. Ainsi, dans cet épisode, les retrouvailles entre les deux amis, Shaw et elle, a donné lieu à plusieurs très beaux moments, entre tendresse, humour et nostalgie. Déjà, leur rencontre quand il se planque derrière un arbre, pour ne pas qu'elle le voie, était très sympa, pour l'aménager du choc, mais aussi, et surtout, car il était tout gêné à l'idée qu'elle le revoie si vieux. Donc des retrouvailles émouvantes et un peu drôles, quand elle lui fait des réflexions sur son âge par exemple, et dans lesquelles elle pense d'abord à son mari avant son fils. Mère indigne. Le choc est bien sûr de taille, surtout quand elle découvre enfin que Kate n'est autre que sa petite fille, la fille d'Hiroshi. Et finalement, toute la quête de Kate pendant la saison, à savoir découvrir qui est son père, c'était pour pouvoir répondre à la question de sa mère. Parle-moi un peu de ton père. Ensuite, et comme anticipé, c'était bel et bien Keiko qui avait envoyé le signal grâce à l'émetteur gamma récupéré sur la sphère de l'opération Sablier. Et c'est d'ailleurs étonnant qu'elle n'ait jamais fouillé dedans et trouvé une date ou autre chose. Et surtout, elle est même étonnée que Shaw soit venu. Mais elle a bien vu la sphère, donc elle se doutait forcément que quelqu'un était venu. Donc, une fois leur plan de retour lancé, ils rapportent l'émetteur à la sphère et au portail. Sur la route, Keiko et Kate apprennent à faire connaissance, pendant que Shaw et sa vieille amie renouent en bricolant la machine. Leur complicité est toujours intacte, comme si le temps n'avait pas passé, car Shaw lui est toujours coincé dans ce passé, et pour elle, c'était il y a 2 mois. Leurs diverses conversations sont très émouvantes. Ils parlent de Monarch, de Billy et d'Hiro, mais surtout de l'héritage qu'elle a laissé derrière elle, ainsi que du monde qui a évolué depuis. C'est très touchant de le voir s'enthousiasmer sur les nouvelles technologies avant de devenir plus sérieux et de parler des gens, l'humanité, qui elle est restée la même. Des gens qui s'aiment, vivent et fondent des familles. On y retrouve enfin le Lee fort, mais gentil et drôle du tout début. De plus, on verrait presque pointer des regrets de Shaw sur ce vide dans sa vie. Ce qui ramène encore à la question de sa relation avec Keiko, qui semblait bien partie pour devenir romantique, et physique en 1955 avant que Hiro n'apparaisse et qu'elle finisse avec Bill. Parallèlement à tout ça, sur Terre, Kentaro tente de reprendre sa vie comme amorcé dans l'épisode 9. Il est toujours en conflit avec son père qui se retrouve contraint de déménager et de divorcer. Et 2 fois apparemment, vu qu'il parle de faire un petit passage à SF pour régler le divorce avec la mère de Kate. Et peut-être aussi gérer la mort de leur fille. Chose qu'on ne verra pas, mais on se doute que la conversation n'a pas été des plus fun. Sur Terre donc on remarquera le temps qui passe grâce à l'évolution des blessures de Tim et Ken. Au début de l'épisode, ils sont encore plâtrés et peuvent à peine marcher. Mais très vite, on les revoit marcher puis aller mieux. Ainsi on comprend, subtilement, que ce ne sont pas seulement quelques jours qui ont passé depuis les événements du Kazakhstan.
De son côté, Monarch est toujours dans les choux. Ils ne font rien que stresser dans leurs avant-postes en attendant de voir. Mais Tim, lui, veut agir. Il a donc aussi été contaminé par la volonté de Shaw. Aux yeux de Monarch, il est donc devenu aussi fou que ses idoles, les Randa. Donc, impuissant, Tim va démissionner. Et il va finalement réunir Kentaro et son père pour retrouver Kate et May. Mais pour ça, ils vont faire la pire des erreurs, s'allier à Apex plutôt que Monarch. Certes, Monarch ne sont que des mous qui ne font que parler, et Apex a bien plus de moyens financiers comme technologiques, mais Apex sont de futurs méchants de la franchise qui veulent s'emparer du business des monstres. Donc un plan machiavélique auquel Tim, Ken et Hiro vont contribuer. Sinon, évidemment, ce qui est au centre de la série, la famille. Une famille autour de laquelle tourne complètement cette série. Ce n'est pas vraiment une série d'action ou même d'aventure, mais bien un drame, une chronique familiale, un peu bordélique, certes, mais c'est bien l'histoire d'une famille qui est séparée et se retrouve au gré d'événements qu'il ne contrôle pas vraiment. Avec au centre un fils qui tente d'accepter son père imparfait et une fille qui embrasse lentement mais sûrement la voix de sa grand-mère, surtout maintenant qu'elle l'a retrouvée. Enfin, les exilés au pays d'Axis Mundi ont rejoint la faille et la sphère du sablier, qui a attendu là pendant pas moins de 5 semaines. Donc tout fonctionne encore très bien. Tout le monde monte à bord, le plan est parfaitement ficelé, à savoir exactement le même qu'à l'aller en 1962. Attirer un titan dans la faille et en profiter pour se faufiler. Mais bien sûr, ça ne sera pas si simple. Le dragon qui traînait déjà dans le secteur lors du premier passage de Shaw est encore là. Il attaque la sphère et l'émetteur gamma débranchant certains des câbles. Et c'est alors que tel un vrai héros, et comme je l'avais plus ou moins deviné la semaine dernière, il va devoir se sacrifier en sortant de la sphère pour réparer. A noter d'ailleurs que ce dragon n'est finalement pas le même que celui aperçu dans les Philippines. C'est là un autre dragon, différent et surtout un peu plus grand. Et puis, tout à coup, alors que ce monstre menace leur voyage... Quel bonheur! Le titan qui avait capté leur signal, et qui le capte à chaque fois, à croire qu'il le reconnaît déjà, c'est Godzilla qui sort de la faille aussi majestueux qu'à son habitude. Et il est clairement là pour en découdre. D'un seul regard, il remarque les petits humains et comprend le problème. Puis, le dragon passe à l'assaut sur mon chouchou, qui ne se laisse clairement pas faire et lui défonce la tronche. Un petit coup de souffle radioactif pour se venger du vomi, puis il le coupe en deux. Puis, ni une ni deux, sans avoir à réfléchir, il balance le cadavre du dragon à travers la faille pour ouvrir le portail qui ramènera la petite bande. Donc entre un combat titanesque aux effets spéciaux toujours très beaux, et la révélation de Godzilla comme un vrai être intelligent, j'ai beaucoup aimé cette séquence que j'ai même trouvée un peu courte à mon goût. On méritait plus que ça pour le final. Ainsi, jusqu'au bout, Godzilla aura été là au bon moment à chaque fois. Que ce soit pour aider les personnages dans leur quête, ou leur faire comprendre quelque chose, ou pour nous, spectateurs, et nous coller à notre canapé. Et finalement, c'est bien grâce au sacrifice de notre second héros, Leland Lafayette Shaw, troisième du nom, que les trois femmes peuvent quitter ces limbes monstrueuses. Et très vite, on voit bien que la technologie de réception de leur sphère n'est plus du tout la même. On est dans le futur comparé au truc archaïque de Monarch. Mais non, seulement 2 ans ont passé depuis leur disparition. J'avoue que j'espérais mieux. Et si cette technologie est aussi futuriste, c'est car elle est celle d'Apex et non de Monarch. Car comme annoncé, Tim a embarqué Hiro et Kentaro chez Apex. Et c'est entre le choc de cette nouvelle et de la présence de la Némésis de May que Keiko est réunie avec son fils. Elle, pour qui seulement 2 mois ont passé et qui retrouve un homme adulte qui a dépassé la cinquantaine, et lui qui revoit sa mère telle qu'elle était la dernière fois qu'il l'avait vue, 58 ans plus tôt. C'est très émouvant, j'avais réussi à résister quand Shaw retrouve Keiko, mais j'avoue que j'avais les yeux humides quand Hiro retrouve sa maman. Il n'y a littéralement qu'un mot de texte, mais on sent vraiment le poids de tout ce passé et cette souffrance quand Hiro dit simplement « maman ». Ça fait bien sûr écho à sa conversation en 1982 quand il parlait de tous ses proches qui l'ont quitté sans jamais revenir. Bref, c'était très beau de les voir se retrouver. Même si là, il est quand même beaucoup plus vieux que sa mère. Mais ce ne sera pas vraiment le truc le plus bizarre dans cette famille. Et la dernière séquence de la saison nous montre que cette fois, ils ne sont pas revenus au Japon, près de la porte du monde des morts, mais sur Skull Island, l'île découverte par Billy et où il est mort. À moins que lui aussi ait survécu avec Kong. Mais ok, pourquoi pas. Même si je me doute que Skull Island était juste le moyen qu'ils ont trouvé pour nous faire un super caméo avec Kong, pour nous vendre le film qui sort en mars. La série Monarch a donc vraiment commencé à poser les bases de sa légende avec sa première saison. Et cet épisode n'a fait que confirmer cela. Une série qui va devenir un ajout indispensable au Monsterverse tout en restant accessible aux spectateurs qui ne sont pas vraiment fans des monstres. Mais qui pourraient très bien le devenir après ce visionnage. C'est le grand départ pour un véritable univers étendu pour la franchise. Toutefois, sans tomber dans les erreurs vues chez Marvel à trop multiplier les récits. Car la série reste pour le moment très indépendante. Au pire, quelqu'un qui n'aurait pas vu les films n'aurait aucun problème à comprendre la série. Et au contraire, il apprécierait peut-être plus encore. Et c'est à se demander si la série n'aurait pas mieux fait de sortir en 2015 ou 2016. Imaginez comme ça nous aurait rendu dingue. Mais alors on aurait probablement été déçus des films qui ont carrément abandonné les humains après Godzilla pour faire des titans les véritables protagonistes des films. De plus, la position de la série dans la chronologie du Monsterverse la place dans une position parfaite pour rester cohérente, vu qu'elle se passe dans le passé des films.
Le meilleur exemple, c'est par exemple cette rapide intro au début de la série sur Skull Island en 1973. Ça fait immédiatement le lien avec le reste de la franchise et ça pose la notion de chronologie diverse aisément, tout en envoyant du pâté niveau effets spéciaux, et le tout en à peine quelques minutes. Ainsi, la cohérence est parfaitement maintenue. Et ce passage fait surtout le lien avec les personnages centraux de la série, la famille Randa, mais aussi sur l'item qui va lancer toutes les intrigues pour ces personnages. Les données de Bill Randa repêchées en 2013 qui ont passé 40 ans dans l'eau. Cela crée donc très rapidement un lien logique avec le reste de la franchise, tout en imposant une structure de narration cohérente pour toute la série. Sinon, pour ce qui est des personnages, et quand je parlais plutôt de légende, je pensais en grande partie au personnage de Shaw. Le coup de prendre un père et un fils, tous deux excellents acteurs, aura assurément participé à cette légende. Et même leur nom se mêle dans le générique pour un côté un peu méta. La série nous avait été en partie vendue là-dessus. Sauf que pour une fois, ça fonctionne vraiment. Ce qu'on nous avait vendu est vraiment dans le projet fini. Les autres acteurs sont également plutôt convaincants eux aussi. Et je parlais du générique, mais lui aussi joue un rôle intéressant concernant les multiples chronologies dans la série. En plus d'être visuellement très chouette, cohérent, très graphique et avec une BO plutôt cool là aussi, il pose une distinction très claire entre les deux timelines, les plaçant aussi toutes les deux sur le même niveau d'importance dans son récit. Ce qui sur le papier aurait été top, mais non. Malheureusement, le passé avec Wyatt Russell n'est pas autant présent à l'écran que le reste des chronologies. Et c'est dommage car c'est probablement l'une des plus denses, et probablement ce que j'ai préféré dans cette saison. Sinon, pour en revenir aux personnages, j'ai beaucoup apprécié l'écriture de la majorité d'entre eux. Même les personnages secondaires, à peine présents quelques minutes à l'écran, sont très convaincants, comme le scientifique japonais un peu cinglé, par exemple. On ressent un véritable travail dans l'écriture de ces personnages, mais aussi dans la direction d'acteurs, et ça fait plaisir. A commencer par Kate, une jeune femme traumatisée en recherche de réponses sur son père. Un peu agressive et méfiante au début, qui va se détendre au fil de la saison, permettant une véritable évolution jusqu'à son final. Entre ses sentiments changeants pour sa famille, nouvelle comme ancienne, et son traumatisme, c'était certain que le personnage d'Anna Sawai avait un beau potentiel d'évolution pour soutenir la série. Son jeu, parfois un peu léger, mais qui oscille entre fragilité et force, nourrit le personnage de Kate, qui même grâce à la mise en scène, passe de victime anonyme, une petite chose fragile qui subit les actions de Godzilla, à une jeune femme déterminée qui partage même des moments de complicité avec le roi. J'en profite pour faire une petite digression sur les images du JD, qui nous ont montré comment les anonymes sont morts dans les films où nous, on kiffait voir Godzilla tout fracasser, apportant alors une nouvelle lecture et plus de profondeur au récit global de la saga. Et une des choses qui faisait vraiment le charme de cette série, c'était ce trio du passé qui est vraiment top lui aussi. Dès le début par exemple, on a des discussions comme celle dans la voiture qui posent énormément de choses pour la suite de la saison, comme les envies ou non de paternité de Shaw, ou encore juste après au Kazakhstan quand ça a l'air d'un peu le faire chier de voir les deux scientifiques se faire des mamours. Leur relation complexe, que l'on avait découvert avec leur dernière et première fois qu'ils ont bossé ensemble tous les trois, faisait une très belle ouverture pour la série avant qu'on ne rencontre le Shaw de Kurt, celui de 2015. Et pour la suite, même si ça serait cool de voir le vieux Shaw interagir avec Keiko, qui n'a pas vieilli, il est maintenant certain que son personnage sera beaucoup moins présent dans la ou les futures saisons. Peut-être juste en de rares occasions pour de grands moments, une fois qu'ils l'auront fait sortir lui aussi. Comme je le disais la semaine dernière, Kurt Russell a fait son taf pour lancer la série, et sa version du personnage n'a plus vraiment grand chose à raconter, si ce n'est rapidement les retrouvailles avec la femme qu'il aimait, ou encore si la série continue à le suivre en mode survivaliste, seul dans ce monde perdu. Mais ça, j'en doute fortement. Alors que dans sa version jeune, de Wyatt, il a encore beaucoup de choses à nous raconter. Par exemple, on ne l'a jamais vu devenir colonel. Et bien sûr, sa relation, un peu ambiguë, entre lui et le couple Randa. Comment on est passé de Shaw et Keiko presque en couple, avec Randa qui dit lui-même qu'il tient la chandelle, jusqu'à la révélation de Hiro, puis le mariage avec Bill. Et même si cette première saison n'avait pas vraiment de méchants, chacun a un peu joué les chaises musicales dans le rôle de l'antagoniste dans cette saison. Mais il y a tout de même un personnage qu'on essaye de nous présenter autant comme un allié que comme un adversaire, un personnage que je placerai malgré tout sur la courte liste des véritables enfoirés dans cet univers. Je ne parle pas d'Apex, ce serait beaucoup trop évident, mais plutôt du général Puckett. Déjà, la saga, dans les films, nous a toujours présenté les militaires comme des crétins qui font mumuse avec leurs gros jouets, et les généraux comme des imbéciles plus grands encore, planqués derrière leur bureau pendant que les autres subissent les conséquences de leurs décisions débiles. Et le général Puckett, dans cette série, est clairement de ceux-là. Certes, parfois on voit apparaître son affection pour Lisho, qu'il considère un peu comme son poulain, mais il n'en reste pas moins un con, obsédé par sa carrière et son petit pouvoir. Je suis sûr que vous avez remarqué toutes les promotions qu'il a reçues en une décennie grâce à son autorité sur Monarch. Au début, il est colonel, il me semble, il n'est pas encore général, puis général 1 étoile lors de l'essai nucléaire dans les atolls, puis 2, puis à la fin ce n'est pas très clair, mais il me semble qu'il a 4 étoiles sur ses épaulettes. Donc un homme qui a utilisé le travail de toute la vie de Shaw, Keiko et Billy pour faire avancer sa carrière. Le pire, c'est peut-être même qu'il est en photo chez Monarch, tout beau, avec son uniforme, alors que nos 3 véritables fondateurs n'y sont même pas. On les a presque fait disparaître des mémoires vu que ce n'étaient que des fous, des illuminés. À la chute de Monarch, on voit le général Puckett montrer de la compassion pour Billy après la mort de ses amis. Mais ça ne l'a pas empêché de complètement le lâcher un peu plus tard, alors qu'il devenait de plus en plus fou. Soi-disant.
Et en parlant de fou, Hiroshi, en 82, accusait presque Sho et ses parents d'avoir volontairement réveillé les titans. Alors qu'aujourd'hui, apparemment, il est devenu aussi fou qu'eux. Pour en finir avec le casting, je dirais qu'il y a juste une très grosse incohérence concernant Bill Randa. Car il passe de ça, en 1962, à ça, en 73. Soit en à peine 11 ans. Tout l'inverse de Sho qui lui ne fait pas son âge, Billy a pris un sacré coup de vieux, une fois seul, dépressif et surtout fou. Mais bon, en vrai la série a fait un tel travail sur la continuité avec les autres personnages que ça va, on pardonne. Et surtout ce qu'il y a à retenir, c'est l'absence de wokerie dans cette série. Ou en tout cas, rien de trop abusé. Comme me l'a dit l'un d'entre vous en commentaire récemment, rien ne nous fait dire « Ah, ça c'est woke, c'est pour les quotas ». Ce qui est tout de même très rafraîchissant avec les productions modernes. La série est bien sûr représentative, avec des acteurs de couleur et des femmes, beaucoup de femmes, qu'elles soient badass ou non d'ailleurs, mais rien de poussif comme dans d'autres films ou séries. Et je dirais même au contraire que Keiko évolue dans un monde réaliste, donc sexiste et patriarcal, comme c'était le cas dans les années 50. Pas besoin de réinventer l'histoire du monde. Au contraire, ils s'en servent et s'en serviront encore plus dans la suite maintenant qu'elle a rejoint un monde plus égalitaire. Donc parfait pour elle. Elle va enfin pouvoir devenir la personne qu'elle était obligée de cacher pour ne pas froisser tous ces mecs. Bon, je me suis beaucoup étalé sur tous les personnages qui étaient vraiment bien dans leur genre. Mais il est temps de changer de sujet. Parlons de l'univers qui en lui-même était déjà très satisfaisant. On a beaucoup voyagé, entre grandes mégalopoles et déserts de sable ou de glace, et les effets visuels étaient des plus efficaces. Même les titans, quels qu'ils soient, sont quasiment tout le temps parfaits. L'animation transpire de vie, rendant cet univers toujours plus riche et vivant. Les 2 derniers épisodes nous ont par exemple montré un sanglier épineux, un dragon, et surtout le goth, Zilla. Et encore, là, on pourrait y trouver quelques défauts, sur l'identité donnée à l'Axis Mundi, avec un étalot baveux ou le flux numérique pas top. Mais moi, c'est surtout dans les séquences du passé que j'ai adoré le ton donné par la post-prod. Après, malgré le niveau très élevé de la série, j'avoue que ce n'était pas parfait, surtout concernant l'intrigue. Le pseudo MacGuffin de la carte d'Hiroshi et des fichiers de Billy faisait un peu facile et en même temps pas hyper engageant comme enjeu dans leur quête. On reste un peu sur des bases de films d'aventure, comme posé au tout début de la série, mais c'est devenu trop léger par la suite pour que ça reste un enjeu pendant si longtemps. Ils ont bien tenté de ramener ça sur l'héritage des jeunes vers la fin, le fait qu'ils ont Monarque dans le sang, mais c'était vraiment trop vague pour être crédible. À aucun moment ça vient d'une chose qu'ils sont capables de faire ou d'une idée originale de leur part, mais uniquement car Sho les aime bien et qu'il ne les tuera pas. Même l'idée du Kazakhstan ne vient pas vraiment de Kate. Contrairement à ce que j'avais cru la semaine dernière, c'est Tim qui rebondit sur Kate qui se plaint d'avoir aussi perdu sa grand-mère à cause de Monarque. Et c'est là que Tim pense au Kazakhstan. De plus, ils ont choisi de modifier, ou plutôt étoffer l'univers en y ajoutant un monde intermédiaire entre la Terre et le royaume des Titans. Un élément inconnu jusque-là. Avec en plus cette notion de flux temporel qui n'avait pas non plus été intégrée dans Godzilla vs Kong. Donc un élément neuf et en même temps très cliché de la SF qui marche pourtant plutôt bien ici, et qui devient un véritable élément du récit, pensé depuis le début, pas comme une pirouette scénaristique qui arrive de nulle part. Et enfin, Apex aura recruté tous les enfants de Monarque, les Randa et surtout le fils de Serizawa, rappelez-vous Godzilla vs Kong. Monarque a lâché les seules personnes qui faisaient vraiment leur travail. Bravo. Laissant donc Apex profiter de ses cerveaux. Mais ils vont probablement combattre Apex de l'intérieur pour le bien de Monarque. En tout cas, j'espère. Car jamais Keiko ne trahirait l'agence qu'elle a contribué à créer. Sans parler de Mei qui ne fera jamais confiance à son ancienne patronne. De plus, pour la suite, jouer avec l'allégeance fluctuante de Kate entre les membres de sa famille, Apex et Monarque pourrait être un super développement pour la série. Car Kate est bien le personnage principal de cette série. Tout tourne finalement autour d'elle et de sa famille. De plus, si on y ajoute le propos très humain dans la série, c'est certain qu'il va y avoir des histoires de manipulation, d'affection et de trahison dans la ou les prochaines saisons. De plus, il est également dommage, et en même temps peut-être que tant mieux, que la série n'ait toujours pas rattrapé la chronologie des films. Certes, j'aurais adoré les voir gérer les conséquences du réveil de tous les titans sur Terre après Godzilla 2, ou même les voir sortir de la faille dans le monde souterrain après les événements de Godzilla vs Kong. Mais je suis certain qu'ils ont pris la bonne décision pour la série et qu'ils vont savoir nous régaler. C'est quand déjà la saison 2 ? En conclusion, cette série était vraiment bien. Elle nous aura emportés sans contrainte dans son univers merveilleux et terrifiant. Avec bien sûr quelques défauts, rien n'est jamais parfait, mais cette série s'en approche. Et elle saura séduire même les spectateurs qui ne sont pas très fans des gros monstres. Car encore une fois, Monarque n'est pas une histoire de monstre, mais bien une histoire humaine. Même si, c'est clair qu'on prend quand même notre pied à chaque apparition de l'un d'entre eux. Et surtout, de celle du roi. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo bilan. Pensez à me donner votre avis final sur la série et vos attentes pour la suite en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. Merci d'avance. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.